Bonjour à tous, bienvenue pour cette 5e édition des CEO Talk du Centre d'entrepreneuriat et d'innovation de l'École polytechnique. Après San Francisco, après Boston, Tokyo, Nairobi, on s'arrête pour cette édition en Europe et plus spécifiquement au Luxembourg. Ce format initialement a été créé à destination des entrepreneurs de la promotion X-Hub pour leur permettre de rencontrer des entrepreneurs du réseau présents un peu partout à travers le monde et avoir des retours d'expérience à la fois sur les cultures marchés et sur le développement d'entreprise. Et c'est aussi l'occasion d'accueillir des anciens de l'école qui sont devenus entrepreneurs et qui peuvent partager leurs expériences avec la promo. Par la suite, nous avons décidé effectivement d'ouvrir ces CEO Talks au public externe en se disant que ça pouvait également intéresser des entrepreneurs, porteurs de projets ou acteurs de l'innovation qui souhaiteraient échanger ou poser des questions à des entrepreneurs qui ont des parcours diverses sur des thématiques diverses également. Donc un échange nourri que nous vous inviterons dans un second temps à avoir avec l'entrepreneur du jour. Je me présente, je suis Sébastien Varnier, je suis en charge de la communication et du réseau des startups de l'X. Et je laisse la parole à ma collègue Roberta. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous aurons le grand plaisir d'accueillir Benjamin Blasco, X96, ancien élève de Télécom Paris, cofondateur de Phil Berry-Bien, société éditrice d'un des services de méditation le plus connu au monde, Petit Bambou. Benjamin est un entrepreneur avec 14 années d'expérience chez des géants américains comme PayPal, des startups et un fonds de capital risque. Il connaît très bien les enjeux du digital detox et du multitâche, jonglant entre fuseaux horaires, langues et sujets très différents. Et c'est la méditation qui a aidé Benjamin à être moins stressé, plus présent, en tout développant des nouvelles capacités psychiques et son intelligence émotionnelle. Benjamin a fait beaucoup de formations sur la méditation et il a décidé de ne pas garder pour soi-même, le secret de la méditation. Donc, bonjour Benjamin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous allons faire un voyage d'affaires au Luxembourg avec vous, mais pas que grâce à votre expérience riche et variée. Et maintenant, nous allons vous laisser la parole pendant 30 minutes pour mieux connaître votre expérience, les débuts, votre formation, le premier pas professionnel jusqu'à Petit Bambou et à son futur. Et ensuite, moi et Sébastien, nous allons faire la médiation avec les questions du public qui arriveront en chat par écrit. Et nous allons aussi préparer des questions pour vous. Pour le public, vous pouvez commencer dès maintenant à écrire vos questions dans le chat, soit en anglais, soit en français. Et à la fin de la présentation de Benjamin, nous allons vous répondre dans la langue utilisée. Donc, Benjamin, c'est à vous. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. D'abord, je suis ravi de partager un peu mon expérience. Alors, je vais vous raconter effectivement la petite histoire de Petit Bambou et de mon rôle là-dedans. Je ne sais plus trop comment ni quand tout ça a commencé. En tout cas, j'ai un souvenir un peu vague d'une soirée chez moi, après le travail. En fait, je suis rentré du travail et je ne sais pas pour quelle raison, ma femme et mes enfants n'étaient pas là. De cette cause, je rentrais du travail relativement tard, je ne sais pas, 19h, 20h. Et j'étais assez content de rentrer chez moi, de pouvoir me retrouver seul, de pouvoir manger tranquille, me décontracter après une longue journée de travail. Et je me suis sorti une pizza surgelée du congélateur, comme tout bon, comme tout bon mec qui doit se retrouver tout seul le soir. Je l'ai fait chauffer, je me suis mis dans le salon, j'ai allumé la télévision, voilà, une soirée tranquille. Et puis, je me suis dit, je vais quand même regarder s'il n'y a pas d'autres mails qui sont arrivés entre-temps. Donc, j'ai allumé mon ordinateur que j'ai posé sur la table de salon à côté de moi. J'ai commencé à regarder si quelques mails tombaient pendant que ma pizza chauffait. Puis j'ai regardé quand même, j'ai sorti mon smartphone pour regarder sur WhatsApp si je n'avais pas de messages qui arrivaient. Et enfin, j'ai pris une tablette pour pouvoir chercher sur Internet quelque chose relatif au programme télé que j'étais en train de regarder.
Et là, je me suis posé, je me suis reculé quelques secondes et je me suis dit, OK, je suis le soir chez moi pour me décontracter. Et là, face à moi, j'ai 4 écrans. 4 écrans pour ralentir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, je me sens bien, hein, pas forcément pleinement épanoui, accompli, etc. Mais je me sentais bien, mais quelque part, il y avait quelque chose là qui m'indiquait que j'étais comme un pilote de chasse après qui sort de son avion et qui se met dans une Clio pour se détendre. Et en fait, il cherche plein de boutons à appuyer, à toucher. Et c'est une période où je travaillais pour PayPal au Luxembourg déjà, où je m'occupais des partenariats stratégiques pour PayPal Europe. Et comme plein de monde, en fait, hein, je me voyais un peu comme le champion du monde du multitâche, c'est-à-dire à pouvoir faire plein de choses en même temps, parler, répondre à des messages dans différentes langues, etc., à fond, avec une attention très, très dispersée. Très, très dispersée. Et c'est là c'est exactement ce que je constatais ce soir-là, c'est que mon attention était dispersée, que j'étais même addict à cette dispersion de l'attention. Et quelque part, quand j'ai même repris un peu de distance, je me suis dit, est-ce que c'est pas ça qui m'empêche d'être vraiment complètement présent à ma vie? C'est-à-dire que quand je suis avec mes enfants, je pense à mon travail. Quand je fais mon travail, je pense à mes loisirs. Quand je suis dans mes loisirs, je pense à passer du temps avec ma famille. Et finalement, je suis toujours happé par soit des pensées d'anticipation, soit des pensées de rumination de ce que j'aurais dû faire pendant ma journée, mais jamais vraiment là. Donc c'est une découverte un peu surprenante pour moi ce soir-là. Voilà, c'est comme ça que je commence un peu ma présentation. Vous allez voir que ça va quand même nous amener à l'entrepreneuriat. En tout état de cause, j'en ai parlé à un de mes collègues qui m'a dit, mais tu devrais, tiens, ce que tu me racontes me sonne aussi, tu devrais essayer la méditation. Alors bon, méditation, j'ai beaucoup d'a priori, parce que je suis ingénieur, et ce genre de choses, c'est parfois pas, je suis pas le plus ouvert à ce genre de choses. Je suis athée. Bon, en tout cas, ce collègue m'a conseillé ça, j'ai plutôt confiance, donc j'ai essayé, j'ai récupéré une session sur Internet, une séance, et j'ai médité. J'ai fait une première pratique. Et là aussi, j'ai été très surpris. Deuxième surprise, c'est qu'on me demande, au fil de la méditation, qui durait une quinzaine de minutes, de compter mon souffle, compter mes inspirations, jusqu'à 10. Et au bout de 4, mon esprit est parti. J'ai perdu le fil, je ne sais plus si j'en suis à 4, 5, 10, j'ai perdu. Encore une fois, je constate que mon mental m'a emmené ailleurs, et moi qui pensais être intelligent et contrôler mon mental, en fait, pas du tout. J'arrive même pas à compter mes souffles, mes inspirations. Et je constate donc ce brouhaha dans ma tête, en fait, hein, de commentaires, de narration, etc., qui m'empêche d'être vraiment pleinement là. Et donc là, ça m'a interpellé. Donc j'étais très content de cette première séance de méditation. Je me suis senti plutôt bien après, mais j'ai quand même eu la curiosité d'aller un peu plus loin. Donc j'ai vu qu'il y avait plein d'études sur le sujet. J'ai vu qu'on n'avait pas loin de 6000 pensées par jour, que quand on a une pensée négative, ça pèse autant que 10 pensées positives. Voilà, j'ai lu plein de choses sur ces neurosciences, et du coup, je me suis dit, peut-être il faut que je continue la méditation. Donc j'ai continué. Pour l'instant, c'est un parcours purement personnel, hein. Donc j'ai fait des stages, j'ai découvert plein de choses, j'ai compris des choses sur euh, les études sur le bonheur, sur la présence, l'équanimité, comment fonctionnent les émotions dans le corps, etc. Et du coup, ça m'a interpellé aussi sur le sens de mon travail, sur lequel je passais beaucoup d'énergie, d'émotion. Encore une fois, si je refais un peu mon historique, après Télécom, j'ai commencé en faisant du capital risque au départ, donc vraiment mon entrepreneurial dès les débuts, au sein de V-Ventures. Après, j'ai travaillé pendant 3 ans dans une des startups dans lesquelles on avait investi à faire du sales, du business développement. Et ensuite, j'ai fait 6 ans de conseil, puis 4 ans chez PayPal. Euh, tous ces boulots étaient passionnants, j'ai appris beaucoup, mais là, la question du sens, la question de pourquoi est-ce que je me lève le matin, est-ce que c'est lié à mon épanouissement, m'a interpellé, et j'ai constaté que finalement, ce que j'étais en train de faire là, par cette méditation, par cette interpellation que cette pratique me donnait, il y avait peut-être quelque chose qui me touchait, en quelque sorte. Ça me touchait parce que autour de moi, plein de gens comme moi, approchant la quarantaine, qui ont tout pour être heureux, mais qui ne le sont pas forcément, certains qui sont en burn-out, et je me suis dit, tiens, ça me touche. Ça me touche, et effectivement, cette pratique de la méditation que je commençais euh, euh, m'interroge, parce qu'elle se base sur une création d'habitudes. Et les habitudes, c'est vrai que c'est assez puissant. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu historiquement, on se brossait les dents tous les matins, ça semble tout bête, c'est compliqué pour les enfants à adopter comme habitude, mais c'est ça qui nous a permis d'arriver à une hygiène dentaire qui n'était pas du tout évidente il y a 100 ou 200 ans. Et donc, cette pratique de la méditation m'a accompagné et m'a surtout réveillé.
donc j'en ai parlé à Ludovic, un vieux copain à moi, j'étais avec sa femme à Télécom, qui lui-même était très entrepreneur pour le coup, il avait beaucoup d'expérience, il a déjà montré six boîtes, il était dans une phase un petit peu entre deux boîtes, en tout cas en fin de projet, et il avait créé une page Facebook qui s'appelait Petit Bambou, qui était très grosse. Et surtout, ce que je lui racontais autour de la méditation, ça résonnait vachement avec sa démarche intérieure autour de la philosophie, de la psychologie positive. C'est des choses qui lui parlaient beaucoup. Et donc, on a commencé tous les deux à réfléchir et à se dire, bah, au bout d'un moment, à se dire, mais peut-être que cette page Facebook là, sur laquelle tu as travaillé comme un pur loisir, peut-être elle pourrait nous aider sur ce chemin-là qui se dessine autour de la méditation. Et après avoir discuté un peu de ce projet, on s'est lancé, en fait, tout bonnement. Je ne me souviens pas vraiment de réflexion ou de peur particulière. Ça s'est fait assez naturellement. On voyait une opportunité business, surtout c'est quelque chose qui nous parlait intérieurement. Et donc, moi, j'ai quitté mon job chez PayPal, j'ai démissionné. Et, euh, et voilà, j'ai continué à méditer. Donc, c'est vrai que ça a accompagné mon chemin d'entrepreneur, puisque bah, il a fallu construire dès le début, rentrer dans de l'exécution pure, c'est-à-dire identifier des experts en méditation qui veulent bien travailler avec nous. Ludovic a commencé à développer, ce qui est plutôt de la partie technique. On a recruté quelqu'un qui nous a développé une première version de l'application. Euh, et puis, on a, autour de ce projet, ramené une designeuse pour faire des petits dessins animés. Voilà, on a démarré en mettant chacun très peu d'argent, 10 000 euros. On a commencé depuis nos domiciles respectifs. Lui basé à Lille, moi à Luxembourg, donc c'était pas très, très pratique. Mais en même temps, c'était comme ça, à ce moment-là. On était tous les deux assez complémentaires, finalement. Et on se connaissait bien, et on se connaît toujours bien, d'ailleurs. Euh, et donc, en travaillant, donc c'est en 2014, en travaillant assez intensément les 6 premiers mois dans notre chambre, on a pu sortir une première version de l'app en 2015, janvier 2015. Bah voilà, donc on a une version, on n'est pas forcément, elle est bien, elle n'est pas forcément parfaite, mais on est plutôt content de pouvoir se lancer, de pouvoir rentrer dans l'action. On est tous les deux comme on dit aux États-Unis, très can-do, allez, on y va, on fait, on se pose et on avance. On n'est pas trop à réfléchir trop ou à trop se creuser la tête là-dessus. Euh, et il se trouve qu'en janvier, poussé par la communauté Facebook de Petit Bambou, poussé par la presse, donc moi je me suis transformé. Donc ce début de création d'entreprise m'a amené à prendre plein de métiers que je ne connaissais pas et à les apprendre et à essayer de m'adapter. Donc bah, je me suis retrouvé avec une app en janvier qui fonctionnait et je me suis dit bah, maintenant il faut la faire connaître. On n'a pas de budget marketing. Bah, le moyen un peu de se faire connaître, c'est la presse, c'est gratuit. Et pour ça, il faut contacter les journalistes et puis leur raconter notre histoire. Donc c'est ce que j'ai fait sans relâche pendant beaucoup de jours finalement. Euh, et ça nous a permis bah, d'avoir pas mal de couverture presse, passer à la télé, etc. Ce qui fait que au bout de mars-avril, on avait une belle traction, un bon nombre d'utilisateurs qui téléchargeaient l'application. Ça résonnait pas mal avec l'époque, puisque cette pratique de la méditation était un sujet déjà assez présent dans les médias à la presse. Il y avait des gens comme Christophe André ou Mathieu Ricard, que certains connaissent, qui, euh, qui parlaient de ça assez largement. Et je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressés, mais qui ne s'y étaient pas mis. Et donc là, nous, ce qu'on proposait, c'était une application pour se mettre à la pratique. Donc c'est une application qui est gratuite, hein, qui l'est toujours, avec 8 séances complètement gratuites qu'on peut télécharger, on crée un compte, et on peut essayer de méditer. Alors une méditation, c'est une petite vidéo, puis un audio d'une quinzaine de minutes, qui nous guide pas à pas pour apprendre à méditer. Et si on le souhaite ensuite, on peut s'abonner. Comme Netflix, finalement, comme Netflix ou Deezer, c'est un modèle un peu classique comme celui-ci. Et quand on s'abonne, on accède à un vaste catalogue avec plein de programmes créés par différents experts sur des thèmes assez variés, depuis le couple jusqu'au deuil, jusqu'aux méditations pour les enfants, etc. Et donc, on va dire qu'après quelques mois d'avoir lancé cette application, d'abord on est tout content parce que le début c'est assez marrant, c'est-à-dire que le premier utilisateur qu'on ne connaît pas, c'est un peu la fête. Donc, est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ton frère? Est-ce que c'est ton cousin? Non, donc c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pareil pour les abonnements, évidemment, nos pères respectifs ont pris les premiers abonnements, mais ensuite, bah, il a fallu trouver d'autres clients. Euh, et donc, progressivement, les choses ont pris.
Et si bien qu'on s'est posé la question en septembre, je crois, septembre-octobre, de se dire est-ce qu'on prend le chemin classique de la start-up en allant lever de l'argent ou on essaie de voir ce développement naissant et de le laisser se faire. On a quand même essayé d'aller voir quelques investisseurs, sans trop de succès, à vrai dire. C'est-à-dire que je pense que notre vision et la place des méditations semblait peut-être un peu de niche pour beaucoup, c'est le sujet de la santé mentale. Je ne pense pas que ce soit propre à nous, puisque nos concurrents américains étaient dans affrontaient les mêmes retours de la part des investisseurs. En tout état de cause, après quelques mois où on n'a pas eu de touches sérieuses auprès d'investisseurs, on a décidé de continuer à se concentrer sur notre métier, parce que ça nous prenait beaucoup de temps, c'est-à-dire développer l'application, améliorer l'application, augmenter le nombre de programmes, faire du marketing, faire des partenariats pour grossir. Et si bien on est rentré dans un parcours de développement un peu original, puisqu'il est complètement customer funded, donc financé par les clients. Donc au bout de je ne sais pas combien de temps, 1 an peut-être, on a atteint l'équilibre, on a pu se payer, ce qui était bien. C'était notre deuxième contribution au capital de l'entreprise, c'était de travailler pendant quelques mois non payés. Puis on a pu embaucher un petit peu de monde et faire grossir l'équipe. Une personne pour développer l'application mobile, puis une stagiaire qu'on a ensuite embauchée pour nous aider sur le marketing et sur le service client. Et puis progressivement, on a fait grossir notre petite équipe à cheval entre Luxembourg et Lille. Quelques personnes à Lille et quelques personnes à Luxembourg. Et ce chemin, voilà, honnêtement, il a été nourri beaucoup par notre pratique. Donc Ludovic s'est évidemment mis à la pratique de la méditation comme moi. Ça l'a vraiment très marqué et, euh, et même pour l'entreprise. Alors, si tout le monde ne médite pas dans notre entreprise, on organise assez régulièrement des méditations le midi, par exemple, des choses comme ça. Donc, la pratique est une invitation, mais pas une obligation. On a eu des personnes qui étaient très à fond, d'autres un petit peu moins. En tout cas, ça fait partie de mon parcours, en tout cas pour parler de moi en entrepreneur, puisque ça m'a vraiment amené à interroger aussi mes propres compétences et mes propres manières de fonctionner, on va dire, hein, en tant que manager, en tant qu'entrepreneur. Euh, Typiquement, essayer plutôt que de réagir, par exemple, soit au stress, soit aux événements qui ne manquent pas de, de peupler la vie d'entrepreneur, mais d'apprendre à y répondre sereinement, à se poser, à garder les éléments. Et c'est vrai que pour ça, mon expérience, mon unique expérience d'entrepreneuriat, qui est celle-ci, me fait bénir chaque jour d'avoir entrepris à deux, d'abord avec quelqu'un que j'estime beaucoup, mais le simple fait d'être à deux aussi permet d'équilibrer, et souvent on est beaucoup plus forts tous les deux, c'est-à-dire quand il y en a un qui est un peu down, l'autre est plus énergique, et quelque part cette résilience-là, elle est très acceptable. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi j'ai dû apprendre à désapprendre. C'est-à-dire que tout le début de ma carrière et le début de ma vie scolaire, en fait, ça a été beaucoup d'apprendre des choses. Et là, l'entrepreneuriat et notamment cette création de propre à Petit Bambou, puisque je pense que c'est assez spécifique, puisque on a créé un projet qui, je pense, est assez aligné euh, avec notre authenticité et puis l'esprit de ce que la méditation propose. On parlait tout à l'heure de distraction intentionnelle. On essaie aussi de respecter tout cela. Euh, donc j'ai dû désapprendre à m'appliquer, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas s'appliquer, on peut pas être perfectionniste quand on lance une version 1, une version 2 d'une app, etc. Il a fallu apprendre beaucoup de métiers, et donc lâcher prise avec sa volonté de faire très bien. Euh, il a fallu que je désapprenne aussi le fait de toujours vouloir m'appuyer sur des connaissances. Encore une fois, ma vie scolaire a été faite de bâtir des connaissances, mais là, c'est plutôt des expériences. Donc, des expériences, c'est-à-dire réussir des petits projets, parfois les foirer, mais en tout cas, apprendre de cela. Et ça, c'est très riche. Euh, il a fallu, et c'est un long chemin, parce que c'est pas évident et c'est encore au quotidien. J'ai été beaucoup motivé, je pense, dans ma carrière, dans ma vie personnelle par la compétition. Et là, il a fallu apprendre à collaborer, à accepter. Voilà, il y a d'autres acteurs et ces acteurs, en fait, tous ensemble, ont contribué à développer l'adoption de la méditation. Donc ça, c'est un super apprentissage, voilà, ou un désapprentissage en quelque sorte, désapprendre la volonté de faire de la compétition. Et puis à titre personnel, j'ai dû désapprendre
à vouloir toujours me remplir ma vie d'occupation et me réapprendre à m'en réennuyer. Alors, dans l'entrepreneuriat, on n'a pas trop le temps, mais dans la vie personnelle, c'est toujours bon de s'ennuyer parfois. Désapprendre de faire, toujours faire, pour apprendre à être aussi. Voilà, et donc c'est vrai que ce qui nourrit, on va dire, notre parcours et mon parcours, c'est le fait d'avoir ces retours incroyables, positifs que l'on a chaque jour, ce qui est assez inespéré, je pense, pour des projets entrepreneuriaux, puisque on reçoit tous les jours, je sais pas, une quantité importante d'emails de personnes qui nous remercient de les aider à être plus présents à eux-mêmes, de prendre soin d'eux, parfois mieux dormir, à travers une phase difficile. Ça peut être un divorce, ça peut être une situation difficile, un licenciement, etc. Et la méditation les aide. Et c'est vrai que de se retrouver ainsi, recevoir autant, je vais presque dire un gros mot, hein, mais on peut le dire, même si on parle d'entrepreneuriat, d'amour en fait, d'amour de la part de l'utilisateur, c'est c'est très motivant. Et ça remplit complètement, en tout cas ça alimente l'intention un peu folle que l'on a de se dire, on va essayer de faire méditer tous ceux qui sont intéressés par cela, en fait. En tout cas, d'ouvrir cette pratique et la rendre la plus accessible au plus grand nombre. Et donc, au fil des années, l'entreprise s'est développée sur la base de ces apprentissages continus que la méditation m'a ouvert. Jusqu'à un premier lancement d'un pays. On a lancé un premier pays. On a décidé de commencer à lancer par des pays qu'on connaît bien et qui ne sont pas faciles, parce qu'on s'est dit qu'il vaut mieux commencer par le pas facile pour apprendre. Parce que d'abord, on a lancé en français, hein, je n'ai pas expliqué ça au début. On a lancé ensuite en allemand, puis en espagnol et en anglais. Donc, c'est un sacré virage de lancer dans un autre pays. Alors, situé au Luxembourg, à la frontière de pas mal de pays européens, c'est vrai que c'est plus naturel de changer de langue et d'interagir avec des gens d'autres pays. C'était peut-être plus facile aussi pour le recrutement. Et donc, on a pu lancer les premières langues en 2017, je pense, et se lancer dans de nouveaux pays. Donc, super expérience à nouveau. Et donc, on réapprend comme des débutants, hein. C'est pareil. Quand on a le premier utilisateur allemand, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on le fait. Et puis, progressivement, les chiffres et le nombre d'utilisateurs augmentent jour après jour, mois après mois, avec voilà, l'âme de l'aventurier, de l'explorateur, en fait, parce qu'on rentre sur des pays où, entre guillemets, on ne sait pas tout. On a juste, en tout cas, moi, j'ai juste appris de mon expérience, on va dire, marketing et contenu de ce qu'on a fait en France, mais peut-être que ce n'est pas exactement la bonne manière qu'il faut faire dans les autres pays. Et donc, la capacité à s'adapter au fur et à mesure de nos apprentissages et de rencontrer le marché a été très utile pour évoluer progressivement, mais toujours garder cet esprit très centralisé sur l'exécution et sur être très très concret et essayer, se planter, ou en tout cas, on n'a pas eu beaucoup de gros échecs, mais en tout cas, ce qui ne marche pas, on le regarde, on essaie d'en apprendre et on continue à se développer. Et puis, au fil du temps, non seulement les pays se lancent, mais aussi les millions d'utilisateurs s'additionnent. Donc, entre le premier million où on a été faire du surf tous ensemble à Biarritz pour emmener toute la boîte pour fêter ça. Après, on a dû fêter les 3 millions au Portugal. Et puis ensuite, ça s'est vite accéléré puisqu'on a lancé encore d'autres pays. On vient de lancer là, le néerlandais et l'italien. L'entreprise qui était que 2 personnes, on est aujourd'hui 17, 16 ou 17, toujours sur nos 2 bureaux, avec une vraie petite famille, animée toujours par la même passion, en fait, hein, de faire un produit qui soit un des meilleurs produits au monde pour aider les gens à créer l'habitude de la méditation et les accompagner dans cette création d'habitude. Le meilleur contenu, en travaillant avec les meilleurs experts, si possible. Donc, on a la chance d'avoir reçu la confiance de gens très connus comme Christophe André et d'autres qui ont décidé de nous rejoindre et d'appuyer notre démarche. Et cela avec les équivalents dans les autres pays où on a des super instructeurs qui sont venus nous rejoindre aux Pays-Bas, en Italie, pour continuer à alimenter en contenu notre présence. Alors évidemment, ça accompagné le changement, hein, ce passage à l'échelle jusqu'à 17 personnes, puisqu'on a une équipe technique beaucoup plus importante, on a quelques process qui commencent à apparaître, même si c'est encore géré de façon très, très organique, pour notre plus grand plaisir. On a aussi désappris tous les modes, en tout cas connaissant les défauts des grandes entreprises, on a essayé de désapprendre et de pas retomber dans les travers de ce qui alourdissent une société et un projet, donc de rester très agile et
et très souple, très à l'écoute aussi de nos utilisateurs pour essayer d'adapter le service à leurs besoins. Et puis, moi, j'ai dû apprendre plein de métiers sur le chemin. Je parlais tout à l'heure de développement presse. Ensuite, j'ai fait de la publicité en ligne. Donc, je me suis formé à Google, Facebook, etc., et faire tourner les publicités. Et puis, progressivement, sur tous ces sujets-là, l'idée, c'est d'apprendre, de comprendre, de lancer, et puis ensuite de recruter quelqu'un qui est évidemment bien meilleur que moi sur tous ces sujets-là, ce que l'on fait sur chacun des domaines. Et ce que fait aussi Ludovic sur sa partie technique, on a recruté des super personnes pour nous aider, nous backuper, qui nous permet à nous de pouvoir nous mettre progressivement une position vraiment d'entrepreneur, avec une vision peut-être un peu plus large, et de pouvoir aider les personnes d'entreprise à se développer, puisque c'est aussi notre autre passion, c'est de développer un projet humain, et un projet humain avec des personnes qui apprennent, qui se marrent. Alors on se marre pas mal en fait chez Petit Bambou, hein. On n'est pas des hippies avec une barbe et à faire brûler de l'encens toute la journée. On boit des bières, on fait la fête, on rigole, et comme toute start-up finalement. Et ce qui nous amène à aujourd'hui, pour conclure un peu cette première partie d'intervention, à une société assez importante, leader européen de la méditation, avec pas loin de 7 millions d'utilisateurs. On a même dépassé les 7 millions d'utilisateurs. On a des utilisateurs dans, je sais pas, 150 pays peut-être. On est présent dans des régions exotiques. On est typiquement l'Inde, pendant le confinement, là, en juillet-août, beaucoup d'Indiens ont téléchargé notre application en anglais. Donc, on a plein d'utilisateurs indiens. Pareil en Amérique du Sud. Voilà, on est sur des contrées assez lointaines dans lesquelles on n'a nous-mêmes même pas été encore, mais qu'on essaie de servir au mieux. En structurant et en faisant évoluer cette société pour à la fois garder l'esprit du début et la fraîcheur, on va dire, la fraîcheur et le naturel qui nous occupe, et l'humanité, et pas tomber dans les pièges de la croissance ultra rapide à tout prix, en essayant d'accompagner la croissance naturelle de la pratique. En fait, la méditation devient de plus en plus populaire dans tous les pays du monde, et nous, on essaie d'accompagner ça en proposant un outil, et pas en essayant de faire un coup, mais vraiment de créer une relation durable avec l'utilisateur qui peuvent à la fois nous utiliser comme une partie de leur chemin, et puis nous abandonner, et puis peut-être revenir à un moment ou à un autre. En tout cas, c'est ce ce qui nous motive chaque jour, et donc on a encore plein de projets dans notre tête pour continuer à faire vivre cette belle marque et ce beau service dans les années futures. Voilà un petit peu mon intervention. Je ne sais pas si Roberta, vous avez Parfait. des questions, Parfait, des Benjamin. commentaires sur Donc, cette première merci phase. beaucoup. Et je souhaiterais donner la priorité aux questions du public. On a déjà trois questions. Donc, je commence avec la question d'Odile. Si un jeune venait vous voir avec un projet entrepreneurial, quel conseil lui donnerait? Alors, je suis plutôt mal placé pour donner des conseils, pour être honnête, parce que je n'ai comme expérience que mon expérience, qui est par essence que la mienne, donc qui est forcément partielle. Je n'ai pas vraiment de conseils à donner à chacun. Éventuellement partager ce que j'ai vécu moi, ce qui a été important pour moi. Ce qui a été important pour moi, en tout cas, ça a été d'utiliser ce que je savais, mais aussi de désapprendre. Euh, et, et partager mon plaisir de passer dans l'exécution, en fait, à faire, et à pas se poser plein de questions, et quand quelque chose n'existe pas, n'est pas disponible, ou on ne sait pas faire, et ben apprendre. Il y a eu une citation qui disait un jour, si on ne tape pas à votre porte, il n'y a personne qui tape à votre porte, ben, construisez la porte. Ben, c'est un petit peu ça ce que moi j'ai essayé de faire. Après, il y a probablement d'autres chemins que celui-ci, donc je pense que c'est à chacun de se faire ses propres avis et ses propres conseils. Merci. On a une deuxième question de Briac. Bonjour, dans l'expérience de Petit Bambou, y a-t-il eu une ou des étapes clés à effectuer dans le business plan, le pacte, qui s'avèrent utiles après quand vous voulez lancer un marché international? Alors, on est encore au début de lancement de marchés internationaux. On vient de lancer l'Italie et les Pays-Bas. On a plutôt essayé d'appliquer un playbook, une manière de procéder assez semblable à la France, en recrutant des natifs, hein. On a recruté des Espagnols qui sont colocalisés avec nous. On a décidé de ne pas ouvrir de bureau à l'étranger, mais plutôt d'avoir des gens
autour de nous, donc ils sont basés en l'occurrence ici à Luxembourg avec moi, bah, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les coacher, tout en essayant de prendre en compte les spécificités du marché. Euh, je ne sais pas s'il y a vraiment je sais pas s'il y a vraiment une étape clé ou un conseil. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'y a pas été, on n'y a pas été comme des sauvages. On a plutôt essayé de proposer une première version de l'application, de récupérer des feedbacks, d'écouter, etc. On n'est pas dans une course à la présence. Tout ne se joue pas dans les premières semaines de réussite, mais bien dans la capacité en tout cas pour nous, à écouter ce qu'il faut changer. Donc, typiquement, notre version allemande, la première version allemande, la personne qui les méditations avait un accent légèrement régional, ce qui pour nous n'était pas gênant, mais ce qui pour la plupart des utilisateurs était bloquant. Donc, on a dû changer cette voie. Euh, donc, après, sur la partie business plan, on n'a pas vraiment de business plan. Donc, on fonctionne pour nos investissements avec plutôt un budget base zéro, en gros, hein. C'est-à-dire qu'on part, on essaie, on met un petit peu d'argent pour voir, on essaie de comprendre les métriques, de voir le taux de clic, l'intérêt des personnes, mais surtout, on essaie de créer de la notoriété un peu spontanée, de la notoriété organique, c'est-à-dire bah, de la presse. On a aussi beaucoup focalisé sur la presse, sur les influenceurs, des partenariats, essayer de faire parler de ce projet et de le rendre le plus local possible. En tout cas, on a essayé que pour un auteur allemand, Petit Bambou, qui s'appelle Bambou d'ailleurs en Allemagne, pour lui, ce soit une application allemande. Il reçoit des emails qui sont écrits pour lui par des Allemands, avec des références allemandes, avec des activités qui se passent en Allemagne. On n'a pas voulu faire le... Comme notre projet est assez ancré, on ne pouvait pas se permettre de faire un projet, vous savez, comme ces services ou ces apps américaines où tout est tellement lean, propre, etc. On voit que c'est destiné à un public international. Là, non. Notre app, elle vit, elle a une identité qui est très proche de celle en France, mais qui est la sienne en Allemagne, en Espagne ou en Inde, par exemple. Euh, donc, les investissements se sont faits très progressivement et suivent finalement la traction organique que notre service reçoit dans les pays. Typiquement, en Espagne, on a vu évidemment avec le confinement une forte accélération qu'on a accompagnée par des investissements plus importants. Euh, donc on est plutôt à essayer de danser finalement avec la notoriété de notre service plutôt que de la forcer. En fait, et ça marche pour pas mal d'autres choses. On a constaté que parfois, que ce soit un partenariat ou la collaboration avec quelqu'un, quand ça ne se fait pas naturellement, c'est il vaut peut-être mieux pas le faire. En fait, il vaut peut-être pas mieux forcer. Donc il y a des cas évidemment où il faut insister parce qu'on voit l'enjeu, mais parfois quand on le sent pas, on le sent pas. Et typiquement, il y a des pays sur lesquels comme l'Allemagne, ben voilà, on sent qu'il y a un peu de traction, mais pas très gros. On n'a pas cramé notre trésorerie sur l'Allemagne en disant il faut à tout prix que ça marche. On essaie plutôt de comprendre, d'apprendre, de voir si c'est notre point d'entrée plutôt que de s'échiner. Encore une fois, la liberté que nous propose de ne pas avoir d'investisseur financier à notre capital fait que on est complètement libre. Si on veut mettre en pause un pays, si on n'a pas d'impératif à grossir, on ne sait pas même donner d'objectif, on est plutôt à essayer d'écouter ce que le marché utilisateur nous dise finalement. Et comme ça dépend grandement aussi de la maturité du sujet de la méditation dans les pays, on peut pas créer la vague. Souvent, on a cette analogie, on est tous deux surfeurs avec Ludovic, on se dit souvent, on ne peut pas provoquer une grosse vague de méditation dans un pays, on est trop petit pour ça. Par contre, quand il y a une vague, il faut être bien positionné et puis ramer à la bonne vitesse pour être super bien placé dans la vague. Donc, il se trouve que la vague en France était vraiment le bon moment. Donc, c'est vrai qu'on est monté tout de suite et c'était super. Euh, mais il y a d'autres pays où la vague est en train de monter doucement, donc on rame tranquillement pour pouvoir donner le coup de rein éventuel au moment où la notoriété, l'usage explosera véritablement. Ah, merci. J'ai une autre question de Sylvie. Est-ce que le fait de voir le sentiment de contribuer au bien-être de tout a été un facteur de réussite pour vous? Avez-vous appliqué des principes de leadership éthique tels que les a définis Edelgott? Alors, je connais pas Edelgott, mais en tout cas, c'est sûr que le sentiment de contribuer alors, au bien-être, on contribue à notre modeste mesure, hein. On n'est pas une solution miracle. Mais en tout cas, le fait de recevoir des témoignages, des encouragements de gens autour de nous qui nous disent j'utilise, ça m'aide vachement, etc. C'est sûr que ça, ça nous motive, ça nous conforte, ça nous aiguille, ça nous donne
de l'énergie pour avancer, au-delà même de juste le plaisir de se retrouver tous ensemble dans l'entreprise. Est-ce que ça nous a aidé à réussir? Je ne sais pas. Après, c'est sûr que comme c'est des sujets qui nous touchent, c'est sûr que les interactions qu'on peut avoir avec des partenaires, quels qu'ils soient, bah, ça nous donne aussi du plaisir à travailler ensemble. Donc, tous nos partenaires, que ce soit la FNAC, que ce soit des entreprises, des DRH, etc. C'est vrai qu'on est en train de parler d'un sujet qui est super, quoi, qui est aider les gens. Donc, forcément, ça crée une énergie positive autour de nos interactions qui, je pense, nous permet parfois de déplacer des montagnes. Donc, ouais, évidemment, moi, dans votre question, il y avait l'alignement avec les valeurs, évidemment, le fait que ce soit aligné avec nos valeurs, et même plus que ça, que ce soit une partie de nos valeurs qui soit incarnée dans ce projet, les valeurs de Ludovic, les miennes, qu'on les fasse, qu'on les ait fait mariner, évoluer tous ensemble, nous permet de pousser un projet auquel on croit. Et surtout, c'est pas juste nos valeurs, on a réussi, je pense, à recruter des personnes, une petite équipe formidable, de gens qui partagent ces valeurs avec nous et qui ont envie aussi de les, de les, j'allais dire les défendre, mais c'est pas forcément dans ce langage guerrier que j'aimerais m'exprimer, mais c'est plutôt de les porter et de les afficher. Voilà un petit peu pour cette réponse. Bien, je me permets de vous poser une question à laquelle j'ai pensé. Nous proposons toujours à nos startups de conclure un pacte d'actionnaires du début de la création de leur entreprise. Quelles sont votre expérience et vos conseils à cet égard? Alors, nous, on a fait un pacte d'actionnaires effectivement très tôt avec Ludovic, mais je vous dis peut-être une bêtise. Est-ce qu'on a fait un pacte d'actionnaires très tôt? On a créé la société tous les deux à 50-50. Est-ce qu'on a fait vraiment un pacte? Je pense qu'on a dû les signer un peu plus tard. Mais en tout cas, on est parti à 50-50 et on a clarifié ça. Après, on sait pas, on n'est pas des experts juridiques, même s'il a fallu devenir un peu sur le chemin. Donc, on n'a pas fait quelque chose de très sophistiqué. On a plutôt repris un template de pacte. Oui, je pense qu'on a dû faire. Je me souviens pas exactement à quel point, à quel moment on l'a signé. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a créé une société, on a partagé ça à 50-50 et on a clarifié les rôles de chacun. De toute façon, euh, après, on est un peu pragmatique, donc on n'a pas perdu beaucoup de temps sur des sujets, on va dire, techniques. On s'est vite lancé dans l'exécution parce qu'après, avoir le meilleur pacte d'actionnaires, les meilleurs contrats avec les partenaires ou si le projet décolle pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on s'est plutôt concentré sur l'exécution, en fait. Donc, typiquement, pour l'autre sujet qui prend du temps parfois pour les startups, c'est de trouver un nom, un logo, etc. Nous, ça préexistait. Ludovic avait créé ça, donc c'était super. On a pu gagner du temps et éviter des discussions et des brainstorms sans fin. Euh, donc, voilà. Je sais pas ce que je peux raconter sur notre pacte. D'accord, non. J'étais intéressée à savoir si vous aviez fait un pacte d'actionnaire du début et votre réponse, c'est oui, que vous l'avez Oui, fait. oui, on en a fait un. Oui, oui. Non, mais je pense qu'on en a fait un. Après, je ne sais pas exactement si c'est le premier truc qu'on a signé, mais c'était peut-être 2-3 mois après, on a dû signer un pacte. Ouais. Sûr. Parfait. Donc, on a une question de Valentin. Je travaille en ce moment sur un outil qui vise à aider les gens à mieux contrôler leur attention afin d'éviter d'être distraits par les réseaux sociaux ou des notifications constantes au travail. Voyez-vous une place pour un outil pareil sur le marché du digital mindfulness? Oui, tout à fait. Alors, c'est un domaine qui nous plaît beaucoup. C'est pour ça que j'ai commencé à parler d'attention. Dans notre app, on a un programme pour digital detox, en tout cas de pouvoir mieux comprendre les distractions de l'attention que peuvent provoquer le digital. Et nous-mêmes, on fait attention dans la façon dont on design notre produit pour que ce soit un outil qui ne soit pas manipulatoire, je dirais, sur la façon de traiter ses utilisateurs, mais vraiment de lui permettre de façon super simple, ce qui fait qu'il y a des gens de tous les âges qui méditent, hein, autant des enfants que des personnes très âgées, qui utilisent notre service de façon très naturelle. Et oui, on pense, moi j'en teste beaucoup, des outils autour de cette maîtrise de l'attention. En tout cas, c'est un sujet qui nous touche. Vous avez peut-être vu, comme moi, les documentaires sur Netflix sur ces sujets-là. Euh, euh, voilà, c'est un truc qui nous touche et en quelque sorte, c'est presque un des moteurs aussi de notre création de société, hein, de nous pencher sur la méditation. C'est pouvoir aider à mieux contrôler tous ces pollueurs attentionnels qui nous sollicitent. Donc oui, je pense qu'il y a une place et je suis intéressé même d'en discuter avec vous, voir ce que vous faites et tester. Parce que je suis pas sorti, hein, je suis encore très distrait par mon smartphone, hein, je progresse, mais on n'arrive jamais sur ces sujets-là, hein. Comme pour la sagesse, on est tous qu'en chemin. Bien sûr. Sébastien, est-ce que tu souhaites poser une question à Benjamin?
Oui, il y a une question qui vient tout juste d'arriver de Max. Bonjour Benjamin, qu'est-ce qui d'après vous fait que votre binôme de fondateur avec Ludovic fonctionne bien? Quels paramètres considérer pour déterminer avec qui s'associer? Ah. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien? On s'aime beaucoup, on s'estime beaucoup. Il se trouve qu'on se connaît depuis 20 ans, donc c'est vrai ce départ commencé par une amitié. Donc on se connaît, voilà, on est presque en famille, je dirais. Euh, et on communique bien. Voilà, on est très complémentaires aussi. En même temps, on a parfois des forces semblables, ce qui nous rend encore plus forts dans certaines dimensions. Et on est très différents. C'est-à-dire on est très différents en personnalité, ce qui donne un mix, je pense, moi, en tout cas, mon expérience très agréable et très robuste. Parce qu'il faut être robuste, en fait, il faut être résilient dans la création de boîte. Il y a des hauts, des bas, il y a des décisions compliquées à prendre. Et en tout cas, le respect mutuel et le fait d'être motivé par par une même vision, par une même intention, et je pense à ces clés. Après, c'est aussi une relation comme une relation de couple, hein, c'est quelque chose qui se travaille. Hein. On a récemment fait une session pour la première fois avec un coach, tous les deux. On a fait comme une thérapie de couple, en quelque sorte, hein, cet été, qui nous a vachement aidé aussi à reposer des choses, à rediscuter, à se réaligner. Euh, donc ouais, c'est comme un couple. Donc après, quels paramètres considérer pour s'associer? C'est certain qu'au début, il est question d'exécution. Hein. Donc c'est vrai que le fait d'être complémentaire entre ce qu'il sait faire et ce que je sais faire est important. Si on avait été tous développeurs, le projet n'aurait pas été au même endroit. Si on avait été tous, entre guillemets, business guys, ça n'aurait pas été non plus au même endroit. Donc je pense que la complémentarité est importante. Et après, c'est de l'humain, en fait. Hein. C'est quand même un mariage long. Hein. Ça fait ouais, 5-6 ans qu'on est marié par un pacte, par une entreprise, etc. Donc, il faut envisager ça sur le long terme, quoi. Est-ce que c'est une personne que j'ai envie de voir, avec qui j'ai envie de passer du temps, avec qui j'ai envie de passer des moments difficiles, des moments super? Ouais, c'est comme un mariage. Donc, en tout cas, c'est mon expérience. Je me suis associé qu'une fois, encore une fois. Donc, il y a probablement d'autres modèles. Et peut-être une question complémentaire. Vous parliez effectivement enfin, de la quête de sens, de retour au sens, de la question de la méditation pour prendre le temps. Et comme votre entreprise est à fort succès, comment vous alliez à la fois le fait d'être une entreprise qui a pour thématique la méditation, qui, si on a bien compris, dans l'équipe, vous essayez aussi de faire des moments de méditation collective et en même temps être en forte croissance. Comment vous arrivez à gérer ça par rapport à l'alignement de valeurs dont on parlait tout à l'heure? Euh, déjà, il y a plein de choses qu'on a désappris, en fait. Hein. Le fait de ne pas avoir de business plan, de avoir de milestone, on ne se dit pas il faut atteindre tel truc à tel moment, il faut sortir. On essaie d'éviter de se rajouter, de rajouter aux équipes un stress inutile. Euh, Parce que les choses sont prêtes quand elles sont prêtes, finalement. Et ça, c'est un learning pas facile, mais c'est un learning intéressant et qui relâche beaucoup de pression, parce que des fois, on se met des pressions sur des deadlines qu'on s'est imposées, qu'on a créées. Je pense que le fait que le projet soit porteur de sens nous nourrit, nous permet aussi d'être plus équilibré, plus sensé. Et puis, on essaie, par l'exemplarité, en fait, d'avoir une vie personnelle équilibrée, vie pro-perso en tout cas équilibrée, où, oui, effectivement, on pense pas mal au projet, mais les horaires chez nous sont tout à fait raisonnables. On ne fait pas des nuits à travailler sur le projet. On a beaucoup de chance aussi. Hein. C'est un projet qui a bien marché, qui est profitable depuis pratiquement le début. Donc c'est vrai il y a beaucoup de sources de tension et dans l'équipe et pour nous individuellement qui ne sont pas là. Encore une fois, c'est que cette expérience-là, je ne sais pas si c'est une bonne méthode, mais en tout cas, c'est vrai que ma qualité de vie est bonne. J'emmène mes enfants à l'école le matin, je fais les devoirs avec eux le soir. C'est pas une vie de fou, quoi. C'est un marathon. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'envisageait depuis le début. On n'est pas parti sur un rythme de sprint, même si on s'est lancé, on ne sait pas du tout si le projet allait marcher, si on a gagné de l'argent, si on est parti sur un rythme à notre hauteur, quoi, pour rester humain. Et ça nous a fait faire des choix aussi. Il y a plein de choses qu'on n'a pas faites et bien nous en a pris, en fait. Donc il faut effectivement être, moi, en
tout cas, on a pris plein de nouveaux projets, on est très ambitieux, on lance plein de choses, etc. Mais un peu plus que ce qu'on peut mâcher, mais en même temps, on ne veut pas choper l'indigestion avec les nouveaux projets que l'on prend. Merci Benjamin. On a une question de Laurent. Avez-vous rapidement pu identifier un budget de communication? Quels vecteurs de communication vous ont été les plus efficaces? Alors rapidement, non, pas du tout rapidement en fait, parce qu'on a commencé à faire de la publicité peut-être 2 ans et demi après avoir lancé, et tout petit au début pour apprendre. On n'avait pas de budget, c'était même pas une quantité, on essayait, on voyait ce que ça donne, on essayait d'apprendre, puis on arrivait à obtenir des installations des installations d'applications à des coûts raisonnables. On utilisait Google, Facebook, Apple, les plateformes classiques, on n'a pas fait d'innovation. C'était tôt hein, pour ces plateformes, parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'appuis à la publicité à l'époque. Mais on a appris au fur et à mesure, et puis surtout, on est resté avec l'idée qu'on essayait d'accompagner notre croissance organique. Donc, quand il y avait un temps fort, un passage télé, ou un moment où on était plus visible, ou au moment de janvier, par exemple, où il y a plein de résolutions, et on parle beaucoup de méditation, on augmentait un peu le budget. Et effectivement, Google, Facebook se révèlent efficaces. Alors après, ça dépend des moments, des années, des évolutions de leur algorithme, etc. Mais c'est plutôt efficace. Et aujourd'hui, ce que je faisais, moi, le soir, sur un coin de table, maintenant, c'est 2 personnes et demie, 3 personnes qui font ça, à se créer sans arrêt de nouvelles vidéos, des nouvelles images pour tester des publicités sur toutes nos régions, de façon beaucoup plus systématique, avec beaucoup d'Excel, beaucoup d'optimisation. Voilà, c'est un vrai métier. En tout cas, au début, on a commencé en propre, c'est-à-dire qu'on a aussi décidé de pas prendre d'agence de communication, etc., mais de contrôler de bout en bout, de faire des tests, de se planter, d'apprendre, d'essayer des trucs bizarres, et puis on s'est marré avec ça. Et on n'a pas fait que online, on a fait aussi dans le monde physique, parce que vous avez peut-être vu des publicités dans le métro, par exemple, on a fait des pubs à la radio. Tout ça, c'est pas très rationnel. On n'avait ni l'un ni l'autre eu de budget marketing important dans notre carrière, donc on a juste essayé d'écouter un peu les gens autour de nous, et puis de tenter, et puis de se faire plaisir, quoi. On s'est pas forcé. Donc on a fait une pub dans le métro la première, ça nous a fait plutôt marrer de la faire. Il se trouve que je pense que c'était plutôt le bon moment, c'était plutôt la bonne manière de faire, et c'est top. Et puis il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas fait. On n'a toujours pas fait de télé, par exemple. Peut-être qu'à un moment on se sentira, et puis qu'il y aura un projet, une rencontre, quelque chose qui va se passer, qui va nous amener naturellement à le faire. Est-ce que tu as une question, Roberta? Vas-y. Sinon, j'en ai une vous parliez de la communauté tout à l'heure et le fait que vous partiez déjà d'une page Facebook qui était quand même fournie. Est-ce que cette communauté, vous appuyez dessus pour faire des tests sur des nouveaux contenus qui vont sortir en avant-première? Est-ce que vous tenez au compte aussi des avis remontants de la part de cette communauté? Comment vous travaillez avec ces communautés? Est-ce que vous les avez, au fur et à mesure du développement, vous avez créé des communautés locales? Vous expliquiez tout à l'heure qu'il y avait un aspect identité locale pour chacune des apps de Petit Bambou. Comment vous tenez compte de cette communauté? Alors, je ne sais pas si on s'est appuyé, mais en tout cas, c'est certain qu'on a notre marque était déjà connue. Hein. C'est à la fois une communauté et aussi une population qui résonne avec la marque qu'on a créée. C'est certain que la première version de l'app, on l'a aussi. On a informé nos fans sur Facebook que cette page existe, que cette application existait. Et puis régulièrement, effectivement, on demande des avis. On reçoit beaucoup d'avis par email. On a une plateforme d'avis sur le site, et ça nous nourrit pour améliorer l'application, nouveaux programmes, etc. Et en même temps, on se permet aussi de ne pas forcément suivre les choses qu'on nous demande, et de faire aussi ce qui nous plaît à nous, d'aller chercher notre propre énergie, notre propre plaisir. Parce que les clients n'ont pas forcément toujours raison. Il y a plein de moments où ils ont raison. On essaie de les écouter, de les respecter. Mais en même temps, pour vraiment innover, il faut parfois aller chercher un peu plus loin. En tout cas, c'est notre expérience. Et dans chaque nouveau pays qu'on a créé, on a effectivement recréé une page Instagram. On peut utiliser la même page Facebook pour tous les pays. Mais en tout cas, ça nous permet effectivement de recréer, d'interagir, de ressentir aussi un peu mieux ce que les utilisateurs, comment ils sont, comment ils pensent, etc. Donc je pense que ça nous informe un peu sur tout. Chez nous, le service client en particulier, les personnes qui répondent aux emails entrants et aux communications que les clients font, et un peu au centre du bureau. Et souvent, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème technique par exemple, c'est des choses qui sont
toute l'équipe mobilisée pour répondre à ses besoins. Donc, je dirais presque la personne qui s'occupe de ça est presque la CEO bis de la boîte, puisque c'est elle qui nous dicte un petit peu comment améliorer le produit. Et en même temps, les innovations produits, elles viennent potentiellement d'ailleurs, elles viennent de ce qui se passe au fond de nous parfois, de la pratique, voilà, pas forcément des clients. Merci. Benjamin, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez eu un mentor qui va vous marquer et si oui, quels sont vos retours sur l'idée d'être un mentor ou d'être mentoré? Non, j'ai pas eu de mentor et Ludovic non plus, je crois. C'est vrai qu'on on s'est lancé dans l'entrepreneuriat un peu plus âgé que la moyenne, parce qu'on a commencé à 39 ans, quelque chose comme ça. Donc on a dirigé nos expériences et en même temps, ça nous a permis aussi de créer notre propre route qui est, je pense, assez originale. Après, c'est pas que j'ai refusé d'avoir de mentor, mais ça s'est pas trouvé comme ça. Après, oui, j'essaie de mentorer quelques personnes autour de moi qui montent des boîtes, ou en tout cas, je papote, etc. C'est pas facile de trouver la bonne posture pour être mentor, hein. Je trouve on peut avoir envie de donner des conseils, mais c'est pas nous qui faisons. On a de l'expérience, mais on n'a que la sienne. Donc, en tout cas, oui, je trouve que c'est bien. Si on ressent le besoin d'avoir des conseils ou d'avoir des avis divergents, je trouve que c'est super de demander et puis de recevoir ces conseils. Mais bon, après, les conseils, il ne vaut mieux pas suivre non plus, hein. Voilà. Donc, on peut envisager à l'avenir Benjamin, mentor d'une startup X-Up. Oui, oui, pourquoi pas, bien sûr. Peut-être une question sur les futurs défis de Petit Bambou, puisqu'on approche effectivement de la fin de cette session. C'est quoi l'avenir? C'est quoi les défis que vous vous êtes donnés sur des nouveaux pays, des nouveaux contenus, des nouvelles langues? Ouais, alors beaucoup de nouveaux contenus. Il y a plein de thèmes qui nous intéressent, sur lesquels on va chaque mois pratiquement sur de nouveaux programmes, sur des thèmes, sur des thèmes nouveaux. Ça peut être méditer pour les soignants, ça peut être des choses plus sur l'intimité, sur le couple. Donc à chaque fois, c'est une expérience humaine aussi de rencontrer des experts sur un domaine particulier et d'interagir avec eux pour concevoir ça comme un éditeur. D'ailleurs, à tel point qu'on a même écrit des livres nous-mêmes. On a sorti un livre là en janvier pour les enfants. Euh, mais les défis, ils sont de continuer à améliorer notre produit. En fait, on a un enjeu, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup d'autres apps sur le marché étrangères qui investissent beaucoup sur leurs produits et on pense que nous, on a une place particulière à donner à à notre produit, de la façon dont les gens peuvent utiliser notre service. Donc, un gros focus sur le produit cette année et de continuer sur les pays où on est lancé à créer de la notoriété et à permettre à de nouvelles personnes de se mettre à méditer et pas forcément des jeunes start-upers qui méditent, mais bien à toute la population, à tous les âges qui se mettent à méditer, puisque c'est un peu notre intention. Donc typiquement, on a 4,5 millions de francophones et en France, il y a encore plein de segments de population qui sont un peu intéressés, connaissent Petit Bambou, mais ne l'ont pas fait. Donc il y a un formidable potentiel encore. Donc à nous de trouver les moyens de leur proposer quelque chose qui les satisfasse et qui les fasse passer le pas pour prendre un peu de temps pour eux-mêmes. Et peut-être de mon côté, une dernière question. Est-ce que dans l'année qui s'est écoulée, dans le contexte qui a été extrêmement particulier, il y a une expérience, un moment marquant qui vous a justement marqué par rapport à Petit Bambou ou un retour d'un utilisateur? Est-ce qu'il y a eu un moment marquant dans le cadre de l'application? Je ne sais pas s'il y a eu un moment, mais c'est vrai que les premiers jours de confinement, moi, ça a été un peu compliqué d'organisation aussi, même si on est complètement tout digital, tout à distance, ça a été facile. Mais c'est vrai qu'on a eu un afflux et il y avait une forme de tension environnante de tout le monde, de plein de monde, en fait, plein d'acteurs qui nous ont contactés pour des partenariats, etc. Il y a beaucoup d'excitation et il a fallu vraiment, pour moi en tout cas, il m'a fallu vraiment me recentrer, me poser pour garder la tête froide parce qu'il y avait, je pense on avait une responsabilité. Je ne sais pas si c'est une grande responsabilité ou une petite, mais en tout cas d'être vraiment présent. Ludovic, c'était pareil pour lui. La plateforme a été très sollicitée, donc on a été très mobilisés en fait. On a été très mobilisés. On était en mode très solidaires les uns avec les autres au sein de l'équipe, mais très mobilisés pour fournir le service dont les gens avaient vraiment besoin à ce moment-là, et du mieux possible, et de prendre des décisions qui étaient le plus alignées pour pas dénaturer notre message ni dénaturer notre façon de procéder. Euh, donc non, c'était un beau moment collectif en fait, où on était tous très mobilisés pour de bonnes raisons. Voilà.
Peut-être une dernière question du public, une question de Benjamin. Je suis médecin, je développe un programme de préparation à la chirurgie. Comment intégrer la préparation mentale dans les programmes de préhabilitation? Réhabilitation, je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est. Cela étant, on a un programme, nous, un programme avant opération qui a été conçu par une prof de méditation avec un chirurgien, justement, pour accompagner les patients dans les premiers rendez-vous, puis avant l'opération, puis après l'opération, à méditer et à être plus serein, peut-être, ou en tout cas de mieux comprendre ses émotions à travers ce parcours un peu compliqué. Euh, Donc oui, la méditation peut aider. Je vous engage à tester ce programme qui est dans notre app qui s'appelait Méditation et Santé, je pense, quelque chose comme ça, et qui est super. Roberta, tu as peut-être une dernière question? Oui, pour conclure cette session, Benjamin, euh, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que cette aventure entrepreneuriale vous a révélé sur vous? Sur moi, euh, bah, que je peux apprendre plein de choses et que je suis adaptable en fait. Et, euh, et souvent ne pas faire confiance aux étiquettes qu'on peut se mettre ou que d'autres peuvent nous mettre, notre capacité à innover ou à prendre des risques ou à savoir faire tel ou tel métier. En fait, prendre chaque problème les uns après les autres et les franchir. Donc, ce- il y a plein de choses que je ne sais pas faire et voilà, je les ai apprises. Donc, dans des domaines très variés, depuis le droit jusqu'à la relation presse, jusqu'à la finance, voilà. Donc, ouais, peut-être de l'optimisme, on va dire, de l'optimisme. Voilà ce que j'ai peut-être appris. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette session, pour votre temps et pour toute la préparation en amont. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce CEO Talk qui sera accessible en replay dans les prochains jours sur le YouTube du Centre d'entrepreneuriat et d'innovation de l'X ou directement sur nos réseaux sociaux. Je vous laisse taper Xnovation pour voir directement le contenu. Le mois prochain, nous irons à la rencontre de Sébastien Saunier, qui est cofondateur du Wagon. Et donc, nous ferons une escale à Marseille avant de partir en avril au Moyen-Orient, à la rencontre aussi d'un entrepreneur du réseau. Merci beaucoup à tous et bon après-midi. Merci beaucoup.